Bonjour, donc, je m'appelle Julien Thomas, merci pour l'introduction. Et ce que je vais parler aujourd'hui, c'est discutable, virtualisation, proxification, on va voir ça en détail, mais c'est en gros la proxification d'applications sous Android pour contourner les mesures de sécurité. Alors, la présentation va être assez structurée, même si c'est purement formel, hein. En plusieurs étapes, j'ai présenté un peu tous ces concepts, qu'est-ce que la proxification, qu'est-ce que le patching mémoire sous Android, tant d'un point de vue abstrait, d'un point de vue des études existantes et de notre vision, pour après présenter qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, quel scénario d'attaque on peut implémenter, et ensuite comment on peut essayer d'empêcher ces scénarios d'attaque et comment on peut empêcher d'être détecté lorsqu'on met en place ces attaques. Alors, l'objectif de cette présentation, comme je viens de le dire, hein, c'est vraiment de parler mémoire Android et de limitations qu'on peut avoir au niveau système, qu'on va aller modifier la mémoire des applications. Donc ça, c'est un premier point, mais aussi, toujours ce qui est important sous les téléphones portables et plus spécifiquement sur Android, c'est les limitations de la perception de l'utilisateur de ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que l'utilisateur comprend en fait quand il fait ou quand une application s'exécute. Et l'autre point important, c'est qu'en fait, quand on parle de patching mémoire sous Android, c'est des études qui existent, hein, on a toujours cette vision expert en sécurité, on va aller auditer des applications, on va aller voir ce qu'elles font, mais il y a très rarement la vision un peu opposée, à savoir on est un attaqueur, on est dans un système qui est absolument pas amical, on a des antivirus qui veulent nous détecter, donc on a beaucoup de challenges, mais derrière, si on arrive à faire quelque chose, comme on va le voir, on peut faire vraiment des choses quand même super sympas dans un système. Et l'autre point, je pense, qui est toujours important quand on parle d'un sujet comme ça, c'est d'où est-ce que ça vient, en fait, cette étude, pourquoi on parle de ça. Donc ça vient du projet Protect2it, dont j'ai déjà fait une présentation l'année dernière à la Nuit du Hack. Et plus exactement, on s'est posé cette question cette année. Bon, c'était là encore grâce aux discussions de la Nuit du Hack l'année dernière, donc c'est vrai que discuter la Nuit du Hack, c'est vraiment bien, parce que c'est challenge, et ça pose des nouvelles questions, des nouvelles études. Et on s'était dit, mais c'est pas possible. Vu comment est construit Android, comment des applications peuvent prétendre qu'elles vont cacher d'autres applications. Mais vraiment cacher, hein, pas les fakes. Il y a des applications qui vraiment cachent d'autres applications, cachent du système. C'est pas possible en théorie. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est réécriture mémoire sous Java. En Java, c'est pas possible, quoi. Ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait dit il y a quelques années, je vais te donner le code source de l'APK dans quelques années, parce que là, dans quelques jours, pardon, parce que là, le code APK, c'est du code compilé, donc tu pourras rien faire. Ouais, bien sûr. Donc il faut savoir en Java, une application, en fait, quand elle s'exécute, bon, il va y avoir différentes approches dans sa compilation, dans, du code, dans le code. Donc il y a avant Marshmallow, ou même avant KitKat, pardon, il y a ce qu'on appelle le JIT, donc Just in Time Compilation, et le Ahead of Time technique après, donc depuis Lollipop obligatoire. Ce qui veut dire qu'au final, le code Java il va être exécuté, compilé, et une partie de son exécution va être définie en mémoire. Là, on a le premier point qui est cool, c'est la mémoire. Donc ouais, c'est en mémoire, c'est génial. Et la deuxième chose qui est sympa, c'est qu'en Java, donc il y a JNI, qui nous permet d'aller faire du code C intégré dans l'application Java, donc par des bridges Java C. Et donc au final, je dis ouais, c'est génial, on peut faire des choses, on peut réécrire la mémoire sous Java. Merci pour l'image, hein. Je n'avais pas pensé à mettre cette image-là, mais quand j'ai vu ça dans la présentation de la conférence, je suis obligé de la mettre parce qu'elle est vraiment cool. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en fait quand on réécrit la mémoire? On va pouvoir aller déjà patcher sa propre mémoire, on va aller pouvoir modifier son exécution. Donc c'est ce qu'on appelle généralement les techniques de plugin sous Android. On va aller charger un class loader externe, on va aller le mettre dans sa mémoire pour pouvoir exécuter du code qui n'était pas défini dans l'application initiale. L'autre chose qu'on peut faire également, c'est qu'on va aller charger des applications et les exécuter, donc là vraiment de l'exécution d'applications au sein de son propre processus initial. Donc c'est ce que je vais parler dans un deuxième temps avec, est-ce qu'on appelle ça de la virtualisation, de la pré-virtualisation, de la proxification, c'est discutable. Alors, avant de présenter les sujets, juste pour mettre un peu en contexte, voilà le cas d'étude qu'on s'est posé. On a un environnement, on a une application qui fait du réseau et du stockage local, standard, hein, comme toutes les applications. Et elle fait 4 types de connexions. D'accord, elle fait des connexions HTTP standard, elle fait des connexions HTTPS standard. Et après, elle va essayer un peu de se sécuriser, elle va faire du HTTPS avec son propre Trusted Manager. Donc c'est-à-dire qu'elle va dire j'ai confiance dans ce certificat, uniquement ce certificat. Et enfin, une quatrième approche de la connexion réseau, c'est avec ses propres librairies. Donc on n'utilise rien du système. On va utiliser soit du Awk HTTP, donc une librairie réseau, ou même on va coder sa propre librairie. Donc certaines applications font ça.
Donc l'appareil n'est pas routé, hein. C'est comme le prédicat de base, on est sur un environnement non routé, l'utilisateur lambda qui n'a rien fait sur son device. Et l'application est honnête, elle n'a pas d'elle-même une intention malhonnête. Et deuxièmement, on installe une autre application qu'on dit géniale. Plusieurs façons de marketer cette application. Ça peut être soit un launcher, ça peut être soit un privacy vault, donc c'est le prédicat de départ qu'on avait eu l'année dernière, où on va prétendre qu'on va protéger la privacy des utilisateurs en leur permettant d'embedder des applications à l'intérieur de notre vault. Ça peut être encore plein d'autres choses, hein. Ça peut même être rien du tout. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut se passer dans le système, et surtout qu'est-ce qui peut se passer dans le contexte de notre application qui fait du réseau? Bah, au final, il se passe des choses sympas. Bon, HTTP, on peut espionner, bon ça, vous allez me dire, c'est pas grave. HTTPS, par défaut, sans aucune restriction utilisateur, bon, aucune condition imposée par l'application réseau, on peut l'espionner sans aucun problème. On peut mettre un man in the middle, écouter ce qui se passe, et voilà. Même avec un Trusted Manager, donc on dit, je fais confiance qu'à ce certificat-là, pas de problème, un certificat auto-signé, on peut toujours s'amuser à espionner les communications. Un dernier point que j'ai mis en orange, l'année dernière c'était en rouge, maintenant je devrais peut-être mettre en jaune parce qu'on y est presque, c'est quand on fait des applications qui sont avec des librairies réseau 100% indépendantes du système. Là on a encore un peu de mal avec notre virtualiseur à aller les écouter, mais on va casser faire un man in the middle. Mais on n'en est pas loin, je pense qu'on a juste un petit problème encore avec ProGuard, mais on touche près du but. Alors, j'ai fait une petite démo sur une vidéo pour vous montrer ça. Donc, dans le contexte, on a plusieurs choses. On a les deux applications que j'ai mentionnées. On a l'Open Launcher qui est un launcher standard qui va aller remplacer le launcher initial d'Android. On a notre application et puis on a un man in the middle. Et on va aller faire 3 tests. On va aller faire le test, bon, on fait une connexion, on n'a rien fait. D'accord, on n'est même pas passé sur notre launcher et qu'est-ce qui se passe? On fait avec un proxy, qu'est-ce qui se passe? Et on fait avec notre launcher, qu'est-ce qui se passe? Juste revenir en arrière. Voilà. Alors là, on va lancer notre application. Donc à gauche, on a notre MITM proxy qui va montrer ce qu'il arrive à obtenir. Et d'autre, on a notre application networking avec plusieurs petits boutons. Donc un bouton qui va faire, on va mettre un proxy. On va juste définir notre proxy, c'est notre man in the middle. Et, bon, le comportement est assez standard, mais c'est juste en guise d'exemple ou de témoin. Et on a 4 connexions, celles que je vous ai présentées, donc à savoir HTTP, HTTPS, HTTPS avec notre certificat de sécurité et avec notre librairie. Donc bien sûr, au départ, quand on lance l'application et qu'on n'a rien fait, bah, ça marche, d'accord, les connexions fonctionnent, mais le man in the middle, il ne voit rien du tout. Bon, c'est assez normal, hein, vous allez me dire, hein, encore heureux qu'on puisse rien faire en faisant rien. Donc on va faire un deuxième test, on va définir un proxy au niveau du système qui va être notre man in the middle, et là on va faire des connexions réseau, là encore. Et là ce qu'on va voir, c'est qu'HTTP, bon, il passe, normal, c'est HTTP, et tout le reste casse, bah, parce qu'on a un certificat auto-signé du man in the middle, donc encore heureux, là encore que ça passe pas. Et on va faire maintenant un troisième test, c'est on va lancer notre launcher. Comme on va le voir, c'est un launcher rien de plus standard. On a même pris le projet Open Launcher qu'on a étendu. Voilà, donc là on lance, on voit qu'on a notre application. Donc là on est bien dans l'Open Launcher. Tout petit décalage dans les connexions réseau. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on espionne les connexions HTTP, on espionne les connexions HTTPS en faisant rien. C'est-à-dire, on a lancé l'application depuis notre launcher et derrière, il y a eu un proxy qui s'est mis en place en faisant rien. On passe sur un certificat man in the middle avec un certificat auto-signé. On espionne tout, sauf dans le cas de la librairie réseau personnel, qui est le point qui nous reste toujours à travailler.
Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, donc à étudier le patching mémoire sous Android et la proxification d'applications. Alors, donc Dalvik, c'était avant KitKat. On avait la machine virtuelle pour Android, donc il y a un peu on va dire une customisation ou une réécriture de la JVM pour les téléphones portables, pour des réseaux d'optimisation, avec de la compilation just-in-time. D'accord ? Depuis Lollipop, on est sous ART avec la Ahead of Time. Et ce qui se passe au final, c'est que bien qu'on ait changé ce paradigme avec Ahead of Time ou Just-in-Time, derrière, en mémoire, c'est la même chose, la logique est la même. Donc, on va avoir des structures ART, il va y avoir juste des différences, parce qu'on passe déjà de Dalvik à ART, donc bien sûr, il y a des différences dans le code C derrière d'Android. Et après, qu'on va passer sous Marshmallow, on est du 64 bits, pardon. Donc là encore, ça impacte un peu notre volonté de patcher la mémoire. Donc si on regarde, là c'est le code ART méthode de Lollipop. Bon. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a toujours les mêmes choses partout, en permanence, et on a des index, on a des classes. Donc c'est-à-dire, quand on a une méthode, ce qu'il faut savoir comment ça marche sous Android, l'exécution, pas le patching, l'exécution, c'est qu'on a notre méthode, on a sa définition, et derrière, il va y avoir deux pointeurs intéressants. Il y a le pointeur vers sa classe, et il y a le mindex qui dit où est-ce que je suis dans la définition de la classe. Et dans la classe elle-même, on a plusieurs tableaux intéressants qui sont les virtual méthodes et les direct méthodes, et également ce qu'on appelle la vtable, donc qui sont des tables qui sont populées en fonction du type de méthode. Est-ce que c'est une méthode statique? Est-ce que c'est pas une méthode statique? Est-ce que c'est un singleton? Avant Lollipop, c'était cool, on avait libdvm. Donc là, il y a un blog que j'ai mentionné. Ce qui est intéressant, c'est que ce blog, je crois qu'il a eu 3 posts uniquement, mais il dit exactement comment patcher la mémoire en totalité sous Dalvik. Donc ça, c'était quand même sympa pour un peu essayer de comprendre comment ça marche. Sous ART, bien sûr, grand malheur, on n'a plus libdvm. Je ne sais pas si vous regardez sur le lien de ce blog, là, tout le monde se plaint depuis, il n'y a plus libdvm. Quand j'appelle libdvm, ça crache. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de réponse, c'est dommage. Parce qu'en fait, il n'y a plus libdvm, ouais. Ben bon, il y a toujours JNenv. C'est-à-dire qu'au final, on n'utilise plus libdvm avec ses fonctions sympas, on utilise JNI avec ses fonctions sympas. Donc au final, il n'y a pas grand-chose à faire dans la logique. Il y a plein de choses à faire derrière, bien sûr, mais dans la logique, on va juste changer les noms des fonctions qu'on va appeler pour patcher. On va changer un peu la logique à cause de différents adressages, à cause du fait que, par exemple, sous ART Lollipop, on a l'objet classe qui est indexé en haut de la méthode, tandis que sous Marshmallow, on ne l'est plus via le 64 bits. Il y a ces petites différences, mais derrière, fondamentalement, c'est encore la même chose. Donc là, si on regarde par exemple le code, donc je vais juste aller dans le slide suivant après détailler, mais en gros, on va faire un hook, c'est vraiment pas compliqué, hein. On fait un hook, on va chercher la classe, on va aller chercher dans le tableau si c'est un singleton, si c'est un statique ou pas, en fonction de son même index. Et là, cool, on a l'adresse mémoire de la méthode dans sa définition. Donc si on regarde qu'est-ce que c'est au final, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a notre méthode initiale, hein, celle qui est en théorie appelée. Derrière, on a sa classe. Derrière, on a ses tableaux. Et là, ici, on a notre jolie petite méthode qui est la méthode malveillante. Et elle va aller s'insérer un peu partout. Donc, elle va aller s'insérer à la position mémoire de la méthode initiale. Donc, ça marche quand on est, par exemple, sous Lollipop ou sous KitKat. Et derrière, on peut aller patcher les mémoires de la direct méthode, de la virtual méthode ou de la vtable pour Marshmallow. Donc on n'a pas validé ça après Marshmallow, mais en théorie, vu qu'on est sur les 64 bits, c'est encore la même chose. Donc comme je le disais, la seule différence qu'on a en fait à faire attention, c'est qu'en fonction de la version d'ART, les index sont différents. Donc ça, au début, c'était un peu embêtant parce qu'on n'avait pas pris ça en compte. Et sous Marshmallow, ça ne marchait pas du tout, quoi. Alors la question qu'on peut se poser, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut faire en uniquement patchant? On peut faire déjà des choses sympas, on peut aller modifier sa propre mémoire pour aller faire des comportements différents de ceux qu'on aurait initialement attendus. D'accord? Et là, il y a plein d'études qui existent, hein. C'est pas récent, il y a tous les frameworks exposed qui vont aller modifier Android, il y a même Artuk
qui propose d'avoir une librairie qui va s'injecter dans un processus malveillant pour aller patcher sa mémoire et l'observer. Mais le problème qu'on a, c'est que nous, notre prédicat, c'est on est malveillant, on n'a pas accès root, sinon on a déjà gagné. Non, on est juste une application, on n'a aucun droit, on ne veut pas être détecté, donc c'est pas cool pour nous. Bien sûr qu'on ne peut pas aller injecter des librairies SO dans d'autres processus. Donc ça ne marche pas pour nous, ça. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va aller regarder la proxification et voir si on peut faire quelque chose. Alors, la proxification, c'est quoi? Si on parle uniquement de chargement de classe loader, on n'est pas sur de la proxification, on est sur du plugin. On a ici, en fait, juste, on va avoir un ensemble de DEX, et on va les charger en mémoire. On va dire, allez, charge cette classe, s'il te plaît, et appelle-la, charge cette classe, appelle-la. Charge tout ce class loader, si on veut même, et appelle les méthodes à l'intérieur. On est sur d'exécution de code. On n'est pas sur la virtualisation d'application. Et ça, généralement, en fait, c'est ce concept de plugin utilisé par différents types d'applications, par des applications pas forcément malveillantes. Il peut être utilisé par des applications qui veulent optimiser leur exécution en fonction du device. Alors, si on est sous Samsung, si on n'est pas sous Samsung, on va charger des classes loaders différents, on va charger des librairies différentes, on va avoir des features différentes. Et bien sûr, c'est utilisé par les malwares pour sideloader leur code malveillant et essayer d'éviter d'être détecté en chiffrant sa payload. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est que cette technique, en fait, elle est souvent extrêmement vulnérable. Donc, il y a pas mal de rapports de Symantec qui montrent qu'en fait, en utilisant ces exécutions de code dynamique, généralement, c'est très mal fait, donc on peut être sujet à des attaques de virus, donc ne faites pas. Et comme je le disais, on va s'injecter dans son propre process, donc il n'y a pas de virtualisation d'application. C'est pas ce qu'on voulait faire. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment virtualiser une application, ou en tout cas proxifier. C'est-à-dire, on a notre thread, on a notre processus même, on veut aller mettre dedans l'application. On ne veut pas aller mettre le class loader de l'application, mais on veut aller insérer l'application, l'exécution de l'application dans le processus. Donc là, je ne mentionnerai pas la librairie qu'on utilise, parce que déjà, je pense qu'il y a des règles sur l'usage de cette librairie, et puis c'est un peu trop facile. Donc, vous pouvez facilement la trouver ou me demander après off caméra. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que quand on va utiliser cette librairie de virtualisation, on va avoir toute l'instanciation de l'application ici, et derrière, on va aller lancer l'application via un intent qui est en théorie censé lancer une nouvelle application, mais qui est forké pour aller lancer l'application à l'intérieur de son process. Et l'intérêt quand on fait ça, c'est que tout le workflow d'Android est préservé. C'est-à-dire qu'on va vraiment lancer l'application. Ce n'est pas une simple exécution de code contrôlée, c'est l'application. Bon, on va présetter l'environnement, bien sûr, sinon on ne peut rien faire. Mais l'application, derrière, elle se comporte comme elle devrait se comporter. Donc là, pour l'utilisateur, c'est impossible, bon, on verra après, de comprendre, en fait, de percevoir cette différence. Le gars qui utilise le Privacy Vault, il dit « super, je protège ma privacy, je lance des applications dedans », est-ce qu'il va penser qu'au final, l'application, elle est le processus. Bon, déjà, qu'est-ce qu'un processus? Voilà. Et le processus, il n'est pas sous le contrôle d'Android. Non, il est sous le contrôle du virtualisateur. Donc, on verra les conséquences là encore. Donc, comme je vous le disais, l'objectif qu'on proxifie, c'est de faire généralement un Privacy Vault. On va aller cacher l'application, on va dire « Ah non, je ne veux pas que tu saches que j'ai installé une application Tinder. » D'accord. Ça marche bien. Ou alors, on peut faire de la multi-instanciation. C'est-à-dire, avant que des apps comme Twitter ou Facebook, tous les réseaux sociaux implémentent la multi-instanciation à l'intérieur des applications Android, par exemple, mais en fait, les gens étaient, surtout le département marketing, ceux qui font plus d'erreurs, ils étaient embêtés. Ils ne pouvaient pas gérer plusieurs comptes Twitter en même temps sur leur téléphone. Ah, les pauvres. Donc du coup, ils installaient un Privacy Vault, multi-instanciation, ils pouvaient avoir 50 Twitter, ils étaient contents. Mais le problème qu'on a quand on fait ça, c'est qu'on sort du système. On est totalement hors exécution standard Android, donc il n'y a pas d'update d'application, il n'y a pas la gestion de la sécurité, et c'est un peu catastrophique, hein. Rien qu'en virtualisant. Donc là, je détaille un petit peu en code. Qu'est-ce qu'on fait au final? Là, on contrôle plusieurs choses. Ce qui est important de comprendre, c'est que le virtualiseur, il ne va pas lancer l'application, il va aller présetter l'application en mémoire, et il va aller charger cette application à l'intérieur de son propre process. C'est vraiment sous le contrôle en totalité de la librairie de virtualisation, qui n'est pas vraiment une librairie, c'est un projet énorme, hein, la virtualisation. Et derrière, ce qui se passe, c'est là où on commence à voir des choses sympas, c'est qu'au final, si on grep notre user A56, qui est le virtualizer, on va voir que l'application The Networking App qu'on a lancée tout à l'heure, elle est exactement sous le même UID. En théorie, sous Android, chaque application a son propre UID, bon, sauf si c'est des applications avec des shared UID.
c'est impossible que deux applications partagent le même user ID. C'est la base fondamentale de l'implémentation de la sécurité sur Android, parce qu'on est sur un file system Linux, donc avec la protection UID, notamment pour les fichiers privés. Et là, on voit qu'au final, notre virtualizer, en théorie, il a un autre UID totalement différent, mais là, non. On lui a donné le même UID que le virtualizer. Et donc, du coup, ça, c'est totalement contrôlé, là encore, par le virtualizer. C'est-à-dire que l'application, elle, quand elle va s'exécuter, elle va croire qu'elle a un autre UID. On va lui donner un UID 10050, ce qu'on veut. Ce qu'on veut. C'est vraiment le point important, là encore, parce qu'on verra après que quand on a ce qu'on veut, on peut faire des choses là encore sympas. C'est 100% contrôlé par le virtualizer. OK. Donc voilà les deux grands concepts, avec un peu notre vision de qu'est-ce qui est déjà pas bien. Et au final, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en essayant de mélanger les deux? Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire uniquement en proxifiant? Rien que ça. Donc notre objectif, c'est quoi en tant qu'attaquant? C'est d'aller charger des applications et de faire au maximum ce qu'on peut de celles-ci. On a des requêtes, on a des prérequis pour notre virus, notre application malveillante, on va dire. C'est qu'on veut que ce soit pluggable, c'est-à-dire qu'on veut facilement mettre à jour notre application, on veut facilement qu'elle lance d'autres applications, on veut que ce soit simple, parce que si c'est trop complexe, on va être détecté. D'accord? Et d'un point de vue purement fonctionnel, on veut avoir là encore du contrôle. Parce que si on n'a pas de contrôle, on peut avoir des patterns de détection, et du coup, là encore, on est détecté. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, on peut totalement contrôler et dire non, cette application, on ne la virtualise pas. Cette application, pour cet utilisateur, on la virtualise. Et là, du coup, là encore, bon courage pour détecter d'une manière générale quand on a un comportement byzantin, parce que même au sein d'un même utilisateur, on peut avoir des instructions de quand est-ce qu'on virtualise. Et donc, du coup, ce user spécifique est vraiment un avantage pour le virtualizer. Donc, voilà le schéma qu'on avait mis en place. Ici, on a notre launcher open source, qu'on a un tout petit peu patché, donc on va voir ce qu'on a fait. Et derrière, on a notre virtualizer qui a été plugué et qui peut prendre des décisions depuis le cloud sans problème. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Au final, on va voir que c'est extrêmement simple. Et ça c'est déjà un problème. On n'a rien à faire. On utilise la librairie de virtualisation. On va aller modifier une ou deux fonctions dans notre Open Launcher. Au lieu de faire le onStartApp, on va faire install or launch, c'est-à-dire on va les installer dans le virtualizer, on va les lancer dans le virtualizer. Et c'est tout. On a notre application virtualisée out of the box immédiatement. Donc ça, c'est quand même sympa. Ok, d'accord, on a virtualisé, on n'a pas patché, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est comme je viens de vous le dire, c'est qu'on partage le même UID. Et quand on partage le même UID, il y a un impact immédiat, c'est qu'en fait, l'application virtualisée, elle ne peut pas s'exécuter dans son propre environnement, sinon il y a des restrictions sur les UID, ça ne marchera pas. Donc du coup, ce que fait le virtualizer, c'est créer un faux système de fichiers à l'intérieur d'Android pour faire que l'application virtualisée s'exécute à l'intérieur de ces fichiers privés. Donc là, c'est un prérequis de virtualisation. Donc même les applications honnêtes doivent avoir ce fonctionnement. Mais pour les applications malveillantes, ça c'est déjà génial. Parce que ça veut dire qu'au final, toute application virtualisée, leur système de fichiers privés, c'est-à-dire leur base de données, leurs secrets, sont dans le système de fichiers du virtualizer. Donc totalement en contrôle, en lecture, en écriture, par celui-ci. Et l'autre truc là encore sympa, c'est comme je vous l'ai dit, on est dans le même process. Initialement, c'est le virtualizer qui va lancer un process, qui va aller présetter les conditions et qui va aller mettre l'application dans le process. Du coup, c'est-à-dire qu'on a la main sur le processus. Et quand on a la main sur le processus en Java, on peut aller prédéfinir des variables globales, notamment le man in the middle. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, quand on a lancé le launcher quand on a lancé le networking app dans le launcher malveillant, on n'avait rien à faire, on avait déjà précédé le proxy par les variables globales et tout notre flux était redirigé vers le proxy. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait bypasser HTTP là encore immédiatement et on pouvait bypasser le HTTPS par défaut parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que par défaut on peut aller prédéfinir les restrictions HTTPS, on peut aller prédéfinir qu'on fait confiance à tout certificat. Donc si l'application réseau n'a mis aucune sécurité et se base uniquement sur HTTPS, rien que la virtualisation nous permet d'avoir un proxy sur les connexions HTTPS. Donc là, c'est les exemples. On va juste ici aller mettre notre proxy avant de lancer l'application dans le process.
et ça marche, on peut aller, là encore, définir notre propre Trust Manager et le définir comme variable par défaut, et celui-là, il ne fait rien. Il fait confiance à tout. Donc là encore, on a notre contrôle sur le flux HTTPS. OK. Bon, voilà pour la virtualisation, mais on est assez bloqué déjà parce que si on définit notre propre restriction de Trust Manager, ça ne marche plus. Là, on est plus sur l'environnement par défaut. Patching. On s'est posé la question, il y a plein d'études qui existent, est-ce qu'on va utiliser les librairies qui existent ou est-ce qu'on va faire du patching from scratch? On a bien sûr commencé par du patching from scratch pour vraiment comprendre les tenants et aboutissants. Et c'était intéressant, hein, je veux dire, il y a beaucoup de travail qui existe sur Dalvik, beaucoup moins sur ART, donc on était un peu sur des documentations plus ou moins existantes, c'était un peu l'aventure. Et puis surtout, ce qu'on trouvait génial, c'était sympa de faire des bridges JNI pour aller patcher la mémoire Android. C'est toujours assez sympa de faire ça. Mais il y a beaucoup de documentation incorrecte. Donc incorrect, c'est incorrect, incomplète, non adapté à Marshmallow vu les changements sous Marshmallow. Donc c'est pas forcément mal, hein, c'est juste incomplet. Et c'est extrêmement énervant de devoir faire du patching mémoire sur plusieurs versions d'ART avec des index différents. Parce qu'on est content, ça marche sous KitKat, paf, on passe sous le hip-hop, ça crache. Après, on corrige pour le hip-hop, paf, on passe sur Marshmallow, ça crache. Et au bout d'un moment, ça s'arrache les cheveux. Hein. Et au final, on se dit, c'est cool, on a réussi à patcher, mais au final, on patch pourquoi? Quel est l'intérêt? Où est-ce qu'on patch? Est-ce qu'on va patcher dans la memory vtable, dans la vtable? Dans quelles conditions? Là, je vais revenir. Pourquoi, là encore, c'est pas aussi évident? Est-ce qu'on va patcher le DEX de l'application mère, donc du virtualizer? Est-ce qu'on va aller patcher le DEX, la mémoire définie de l'application hôte? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et comme je vous l'ai dit, donc on est sous des mémoires qui changent. Sous Marshmallow, on est sur 64 bits qui repointent derrière, surtout 32 bits. C'est chiant, quoi. C'est pas simple. Je ne sais pas si des gens ont déjà essayé de patcher par exemple PPC, c'est la même chose. Sous Marshmallow, il y a besoin de forcer la conversion entre 32 bits et 64 bits. C'est énervant parce qu'on croit que ça marche pas, mais au final, c'est pas qu'on a faux, c'est juste qu'il faut forcer les types de pointeurs. Donc la question, c'est est-ce qu'au final, on a raison d'essayer de faire ça à la main? Parce que voilà un peu ce qui est les tests qu'on fait. Bon, là, bien sûr, quand ça marche pas, on s'amuse à afficher la mémoire, on s'affiche à amuser les index, on regarde les pointeurs, on dit ouais, c'est cool, l'index 12 ici, c'est le statut de notre méthode. Donc, on a bien positionné nos index, nos offsets par rapport au pointeur d'entrée. Là, quand on arrive à afficher ça, on est content parce que c'est-à-dire que ça crache pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de pointer sur de la mémoire nulle, donc c'est-à-dire qu'on doit avoir raison. Là, c'était déjà une grande satisfaction. Mais bon, c'est énervant, quoi. C'est pas clair. Et au final, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Quand on veut patcher et proxifier, on veut utiliser tous les avantages qu'on a de la proxification, mais on veut faire plus. On va aller personnaliser l'interaction, on va aller hooker les calls. C'est par exemple si on fait du get text, on va aller afficher le texte, ou si on fait du set text pour aller setter le password, on va aller hooker le set text pour aller le stocker également en local. C'est quand même un peu mieux que juste de faire du presetting HTTPS. On peut faire là encore des décisions spécifiques. Pour cet utilisateur, à ce temps donné, on va aller patcher son password parce que l'attaquant a besoin de password de cette personne, mais pas aux autres. Et la question qu'on s'est posée, c'est OK, on a notre librairie de patching, on a une librairie de proxifying, est-ce qu'on va aller juste embedder tous les deux et puis ça marche? Non, ça serait trop facile encore. Parce qu'au final, on doit se reposer la question. Maintenant, on a notre DEX de l'application virtualisée qui est chargée en mémoire. Alors, la question, c'est quand est-ce qu'il est chargé en mémoire? Ça, c'était pas simple à trouver. Et est-ce qu'on va aller patcher le DEX de cette application ou est-ce qu'on va aller patcher le DEX système pour justement par exemple contrôler getText? Là, il faut définir un peu notre logique de qu'est-ce qu'on veut faire au final. Et comme je vous l'ai dit, quelle version d'Android on veut targeter? Quelle version de Java on veut être compliant? Parce que par exemple avec Kotlin, on ne peut pas utiliser des prérequis sur la librairie de patching qui vont empêcher l'implémentation de notre attaque. Et au final, on s'est dit, on a vraiment raison d'avoir passé des heures, et pour pas dire des journées, à aller essayer de patcher la mémoire sur plusieurs versions d'Android, parce que là, on a une contrôle total sur ce qu'on veut faire, et du coup, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, on peut arriver à ce schéma, qui est un schéma qui est encore un peu plus intéressant que celui de tout à l'heure, où là, on a notre virtualisation, là, on a notre logique de patching, elle est un peu plus complexe qu'une simple on patch. On va aller patcher au début, d'accord? C'est-à-dire qu'on va lancer le process de l'application virtualisée, on va créer ce process au sein du virtualizer, on va aller patcher des environnements du DEX du virtualizer.
Et l'autre truc qu'on avait du mal à trouver au début, mais qu'on a réussi, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas loin de réussir à patcher également les librairies réseau custom, c'est aller patcher le DEX de l'application virtualisée. Parce que celui-là, il n'est pas connu au départ, donc il est injecté dans le processus lors du lancement de l'activité initiale de l'application. Et donc, du coup, il fallait qu'on trouve où est-ce que c'était vraiment fait dans le virtualizer. Et on l'a trouvé, donc du coup, maintenant, on peut s'amuser à aller patcher le DEX. C'est-à-dire, en gros, on va laisser le virtualizer charger le DEX de l'application virtualisée, et après, on va aller patcher ce DEX en mémoire pour lui dire, là encore, non, 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 tu m'as détecté, fais rien. Donc, on peut faire des choses comme ça, sympa. Donc, on est arrivé à définir un tout petit rule set de proxification avec des règles avant patching, donc par exemple, prédéfinition d'environnement global Java, nos règles de patching, et après, quand on a patché, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc là, c'est un schéma qu'on retrouve également sur les patchings traditionnels. Et du coup, on a fait plusieurs tests. J'ai enlevé les noms des applications. Donc là, à gauche, on avait notre démo. Donc la démo ici, c'était on voit ce qu'on fait, c'est on va aller prédéfinir les environnements Java. Après, on va aller customiser les connexions SSL pour dire que non, 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 tu veux aller définir ton propre Trust Manager par défaut, mais au final, tu vas utiliser notre SSL Factory à nous, qui fait rien. C'est-à-dire, tu as beau vouloir dire, défini par défaut le Trust Manager, c'est je fais confiance qu'au certificat Protectoid, par exemple. Maintenant, tu as beau me dire de le faire, je ne le fais pas. Donc on lui dit non, et ça marche. Donc là, on avait le cas d'une banque, ici, pas en France, qui était embêtante, parce qu'on avait, on était vu qu'on était sur un émulateur, qui était routé, donc déjà, il ne voulait pas s'exécuter. Bon, on peut définir une règle de dire, tu détectes le fait que c'est root parce que le pass /bin/su existe, ben pour toi, on va dire qu'il n'existe pas. On peut les mentir sur l'état du système de fichiers assez simplement, là encore. Ça commence à être sympa. Et pour des applications là qui sont en France, bancaires, ben on peut dire que pour une, on a juste à dire fais confiance par défaut à HTTPS et ça marche. On peut aller bien sûr aussi dumper la base de données. Et l'autre, on avait un petit problème, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver où ça, mais elle avait une restriction sur les connexions HTTPS, c'est-à-dire qu'on arrivait à lancer l'application, on arrivait à espionner HTTPS, mais le clavier qui permet de rentrer le code d'accès ne s'affichait pas. Donc soit parce qu'il détecte qu'on a un man in the middle, ou soit parce qu'il utilise une librairie custom pour l'affichage du certificat, donc ça on n'a pas encore poussé à ce niveau-là. Mais donc, du coup, on n'espionne pas HTTPS, parce qu'on est déjà content de pouvoir dumper la base de données utilisateur. Voilà. Et derrière, on s'est dit, bon, c'est cool, c'est bancaire, est-ce qu'on peut faire pareil avec les réseaux sociaux? Facebook a lancé il y a récemment le Two-Factor Authentication, la compatibilité avec le 2FA. Ce qu'on peut faire, c'est on virtualise le Two-Factor Authentication. Donc, par exemple, il y a le Factor Authentication de Google. On le virtualise. On a accès à la base de données du Two-Factor Authentication qui contient les codes qui sont mis à jour en permanence. Et derrière, on virtualise Facebook. Donc, du coup, comme ça, on a accès au Two-Factor Authentication. Quand la personne veut se connecter avec le Two-Factor Authentication, on a également la donnée qui nous permet de nous connecter via le 2FA. OK. Donc voilà un peu pour les scénarios d'attaque qui sont vraiment basiques, parce qu'on avait, je ne sais pas si vous l'avez vu, on n'a quasiment jamais besoin de faire des hooks, à part pour une application bancaire en France. Donc c'est vraiment des scénarios d'attaque initiaux. On peut vraiment pousser sur beaucoup plus de contrôle des applications si besoin est. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de tout ça? Détecter, éviter la détection, comment ça marche? Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on devrait être inquiet? Parce que là, ça paraît théorique. Bon, j'ai montré quelques applications bancaires, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelques applications bancaires vulnérables que ça existe déjà dans la nature ou que c'est potentiellement existant dans la nature. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile de savoir si les virtualiseurs le font. Voilà, on a lancé une étude sur à peu près 40 000 applications de 10 stores différents via le projet. Et on s'est rendu compte qu'au final, il y a pas mal de choses sympas ici. C'est qu'au final, les permissions, il y a quand même un top. On a trouvé un top à 437. Il y a une application qui demande 437 permissions qui est disponible sur des stores. Je ne sais pas, 437 permissions, ça paraît délirant. Je veux dire, pourquoi autoriser une application qui demande 437? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait? Bref, il y en a qui ne font pas leur travail, on va dire. Et derrière, on s'est rendu compte, bon, enlevons le 437, d'accord, et regardons ici jusqu'à 224. Là, il y a quand même ici, donc là, c'est une échelle logarithmique, donc c'est pas ça plus ça égale ça, mais il y a quand même un nombre assez important
d'applications non malveillantes ici, qui ne sont pas de virtualisation ou de plugin, qui demandent plus de 113 permissions. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on a beau savoir que nos virtualiseurs ils sont dans la gamme supérieure du demande de permission, on ne peut pas avoir des règles simples, parce que du coup, on va rejeter beaucoup trop d'applications honnêtes ou pas forcément très bien définies. Ici, on a juste un petit rouge ici qui est un faux positif. On a détecté ici une virtualiseur qui n'en est pas un. C'est-à-dire que là encore, on a des limites dans la détection de la virtualisation. Si on regarde le nombre d'activités ou d'activités sub-process, c'est-à-dire des activités qui sont chargées en processus externes dans Android, qui sont nécessaires à la virtualisation, là encore, bon, là on est un peu plus content. Parce que là, clairement, plus de 600, c'est des plugins. Il n'y a pas de question, c'est 100%, donc là, c'est facile. Hop, plus de 600 plugins. Si on a une règle interne de policy, on ne veut pas de plugins, on peut les enlever. Virtualisation, là encore, ici, plus de 39, c'est indécidable. Donc on a vraiment du mal. Là, je parle dans un contexte sans avoir un virtualiseur qui essaye de se cacher. C'est les virtualiseurs qui existent sur le marché, qui peuvent faire les scénarios d'attaque présentés, qui sont à cet état-là. En faisant rien, déjà, on n'arrive pas à les détecter d'applications honnêtes, mais qui font des choses bizarres. Et donc, du coup, l'autre chose intéressante, c'est quand même sur le marché, il y a déjà plus de 25 virtualiseurs présents, donc Privacy Vault, Multi-Instantiation, nommez-les comme vous voulez. Et au total, le nombre de téléchargements est extrêmement hallucinant. Je veux dire, un virtualizer a en moyenne 500 000 téléchargements, et il y en a un qui dépasse les 100 millions. Ce virtualizer, s'il veut être malveillant, il est content. Il a le contrôle sur 100 millions d'utilisateurs. Et là, c'est les statistiques officielles Play Store. Donc, quand les APK sont chargés sur d'autres stores, ça n'apparaît pas. C'est vraiment la surface visible des données. OK. Est-ce qu'on peut détecter? Qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Bon, on peut essayer d'avoir des approches assez traditionnelles de détection par signature. Les librairies sont virtualisées. C'est fait sous forme de librairie JNI. On va devoir aller faire la signature de code SO. Enfin, non, c'est pas possible. On a essayé de le faire. On voit que les librairies natives qui sont utilisées sont partagées avec des applications qui ne sont pas forcément malveillantes. Est-ce qu'on peut faire de la signature? C'est ce que je viens de dire. Est-ce qu'on peut détecter par analyse statistique? Comme je viens de montrer avec les diagrammes, rien qu'avec des applications qui essaient même pas de se cacher, déjà c'est ambigu. Donc on va voir derrière, quand on essaie de se cacher, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de l'application, est-ce qu'on peut essayer de détecter qu'on est virtualisé? Il y a des études qui existent. Là, par exemple, un travail qu'on a découvert qui avait été présenté à Black Hat Asia, qui s'appelle Plugin Killer, qui essayait de détecter qu'on était virtualisé et qui, derrière, s'auto-détruisait s'il détectait qu'il était virtualisé. Okay. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on est détecté? Est-ce qu'on se détruit? Là, du coup, si on a un faux positif, le plugin va avoir une très mauvaise réputation. Est-ce qu'on demande à l'utilisateur, voulez-vous que cette application soit virtualisée? Il ne va pas comprendre. Ça ne sert à rien, on ne peut pas faire grand-chose. Et derrière, maintenant qu'on sait comment les gens nous détectent, est-ce qu'on peut empêcher cette détection? Est-ce qu'on peut être un peu plus malin et être une application malveillante qui se cache parmi tout le monde, parmi la grande forêt? Parce que le nombre d'applications disponibles sur les stores est tellement phénoménal que si on se cache dans la forêt, c'est impossible de nous trouver. Et la première question qu'on se pose, c'est le plugin, là, plugin killer qui détecte à l'intérieur de l'application virtualisée qu'on est virtualisé. Le plugin, il est à l'intérieur de l'application virtualisée. C'est-à-dire que le plugin est également sujet au contrôle du virtualizer. Donc quand on va avoir le contrôle, je détecte combien de permissions m'ont été accordées, on lui ment. Je détecte quel est mon package, on lui ment. On peut mentir à tous les contrôles, ça on verra le récapitulatif tout à l'heure, mais on peut mentir au détecteur de virtualisation via un simple jeu de détection de virtualisation assez standard. Comme je vous l'ai dit, en mettant JNI Bridge, c'est quasiment impossible d'avoir des signatures détectables. Et on peut essayer, là encore, de minimiser la détection, parce que, comme je vous l'ai dit, un point fondamental de la virtualisation, c'est la nécessité de bridger le file system. On est obligé de passer par là. Et du coup, on a un problème, c'était que même si on ment à l'application, elle va détecter qu'on est à l'intérieur du système de fichiers du virtualizer. Mais là, ce qui est génial, c'est que là encore, on peut lui mentir en lui disant non, 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 ton système de fichiers, c'est celui que tu crois, va écrire dedans, mais par ce qu'on appelle des redirections du système de fichiers, on va aller écrire dans le système de fichiers du virtualizer, alors qu'on lui dit que c'est le système de l'application. Donc là encore, on fait des choses vraiment
Sympa. Ok, on peut le faire silencieux. Je vais devoir serrer un tout petit peu parce qu'il me reste que 2 minutes. Et j'aimerais bien quand même faire la conclusion. On peut essayer vraiment de se baser sur les méthodes existantes. Je veux dire, arrêtons de faire des connexions, des choses spécifiques détectables. Passons par FCM, passons par des communications standards. Et essayons de justifier notre comportement à tout le monde. Et comme ça, on n'est pas détectable. Ok. Donc, est-ce qu'on devrait être inquiété? En faisant du JNE Bridge, on est indétectable. 49% des applications qu'on a analysées font du JNE Bridge. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? C'est discutable, mais vu qu'elles le font, si on le fait, on est caché parmi celles-ci. On n'a pas besoin d'autant de permissions par défaut. Le virtualizer demande 136, ou même 186, pardon. On n'a besoin que de... Bon, j'ai mis 9, en fait, on n'a besoin que de 12. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'activités subprocessed? Non, 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 on peut descendre à beaucoup moins. Et donc, au final, comme je vous l'ai dit, avec même la redirection en C++ système de fichiers, on est une application qui demande beaucoup moins de permissions que les applications standards. On peut largement passer sous le radar facilement. Et comme je vous le disais, en détection, si on est malin et qu'on sait comment les gens nous détectent, on peut 100% mentir au détecteur parce qu'il est sous notre contrôle. Et vraiment, c'est vraiment des choses assez standards, redirection système de fichiers, renommage des permissions pour éviter d'être stub activity $01. Ça, c'est un peu suspect. Non, on peut être my super activity et ça marche. Quand même. Alors, en conclusion, patcher la mémoire, c'est un sujet super intéressant. On peut faire vraiment des choses super sympas. Proxifier les applications, ça ouvre énormément d'opportunités. Et là, vraiment, on n'en est qu'au début parce qu'on n'a pas présenté le fait de pouvoir, par exemple, injecter du code à l'intérieur de la virtualisation pour pouvoir, là encore, mentir sur les données système. Là, c'est encore 2 sujets d'études. Et voilà, donc il y a encore beaucoup de travail et je vous remercie de m'avoir écouté. Et le knowledge.protected.com, c'est un peu toute la base de données qu'on a de l'analyse des APK. Je vous remercie. Oui. Bravo, merci Julien. Conclusion rapide, effectivement, puisqu'on essaie toujours de tenir nos délais, puisqu'il y a d'autres conférences qui suivent derrière. Est-ce que, alors j'ai le temps, on a le temps pour une question. Levez la main si vous pensez que votre question est bonne. Pas de questions? Si, là-bas. Hop, tu portes le micro. Voilà, en fait, c'est concernant la détection de la virtualisation. Donc, par rapport à l'UID de l'application, donc, comme elle a le même UID, c'est-à-dire l'application qui virtualise et l'application virtualisée, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça pour détecter la virtualisation? En fait, ça dépend où. Si on veut détecter au niveau système, oui. Si on veut détecter au sein du virtualizer, on peut mentir sur le UID. Donc au sein du virtualizer, non. Mais au niveau système, en effet, c'est une possibilité. Mais là encore, ça demande que le système comprenne que l'application est chargée à l'intérieur du virtualizer. Parce que c'est pas parce qu'on a deux process qui partagent le même UID que c'est un problème. C'est un comportement par défaut d'Android. Donc là, c'est un peu encore un problème. À l'intérieur, on ne peut pas. À l'extérieur, il faut savoir qu'on virtualise. Ok, merci. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Julien.